présentation qui était en fait la mise en œuvre de l'ISO 26000. Quand on y regarde de près, ce qu'on met en œuvre dans une entreprise ou dans une organisation plus largement, c'est une démarche RSE. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à promouvoir, c'est comment les entreprises peuvent créer et développer une démarche de responsabilité sociétale. Et l'ISO 26000 est un outil parmi d'autres pour les y aider. Alors, effectivement, l'ISO 26000, donc vous avez vu que dans l'ISO 26000... Oui, Pierre, oui. Excuse-moi une seconde, en fait, je voulais mentionner quelque chose. Je vois qu'on a quelqu'un de connecté par téléphone. Donc cette personne, si vous souhaitez, pour pouvoir suivre la présentation, vous pouvez nous envoyer un email, m'envoyer un email, comme ça je vous renverrai la présentation par PDF. Voilà. Donc c'est un message pour là où les personnes connectées par téléphone. Voilà, je te redonne la parole, je suis désolée. Merci. Merci Joël. Oui, donc je disais que dans ISO 26000, effectivement, il y a ISO, et ISO, c'est pas un acronyme, ça veut dire Organisation internationale de normalisation, donc c'est un organisme international dont les membres sont les instituts nationaux de normalisation, donc il y en a un par pays, donc pour la France c'est l'AFNOR. Et cet organisme s'est donné pour mission donc de faire des normes internationales. Alors des normes internationales, ce sont des choses dont on n'a pas forcément conscience et qui nous entourent. C'est-à-dire qu'autour de nous, beaucoup de choses en fait relèvent des normes et ne relèvent pas d'une réglementation. Par exemple, si on prend un conteneur, quand on se promène un peu dans le monde et qu'on va dans des ports, on voit ces grosses boîtes, eh bien, il y a une norme ISO qui définit les caractéristiques des containers. Et on voit bien l'utilité puisque si on n'avait pas fait cette norme, chaque État aurait fait une réglementation pour réglementer la taille ou le contenu des containers. Et là, le fait d'avoir une norme, eh bien, ça permet, quand on circule dans le monde entier, d'avoir les mêmes caractéristiques et ça facilite le commerce international. Alors, une norme, en fait, c'est un document de référence qui essaye d'apporter une solution à des problèmes techniques concernant des produits ou des services qui se posent dans des relations entre des partenaires économiques. Plus largement, au départ, effectivement, c'était surtout des produits qu'on normalisait. Et maintenant, on est allé un petit peu au-delà puisqu'on normalise aussi des systèmes de management. Ça a été le cas en particulier de deux normes qui ont été très utilisées, qui sont la norme ISO 9001 sur la qualité et la norme ISO 14001 sur l'environnement. Donc les caractéristiques d'une norme, c'est que c'est toujours un document d'usage volontaire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Elle s'appuie sur des données qui ne sont pas des données qui sont créées par les gens qui font la norme. Ils essayent de s'appuyer sur des choses déjà existantes et a priori les plus actuelles. Et aussi, ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est un travail qui est fait par diverses parties prenantes sur la base d'un consensus. Donc, il n'y a norme que s'il y a consensus entre les parties prenantes. Et la dernière caractéristique d'une norme, et on y reviendra, c'est qu'elle peut être certifiable ou elle peut ne pas être certifiable. Alors, l'ISO 26000, en fait, c'était pas évident qu'on aille vers une norme dans le domaine de la responsabilité sociétale, mais ça a été une volonté au départ des consommateurs. Les consommateurs sont venus voir l'ISO en leur disant quand on achète un produit, on aimerait bien savoir si ce produit il a été fait dans des conditions qui sont respectueuses de l'environnement, que les ouvriers qui ont construit ces produits ou ils l'ont fait dans des bonnes conditions de travail, qu'on n'a pas travaillé des enfants, que ces produits, on n'a pas utilisé la corruption ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment l'idée au départ des consommateurs. Et l'ISO, effectivement, au départ, n'était pas tout à fait convaincu. Il y a eu un groupe de travail qui a travaillé pendant 18 mois pour voir si vraiment il y avait une place, puisqu'il y avait déjà d'autres textes sur la RSE. Le Global Compact date de l'an 2000.
Le GRI, la première version date de 97. Là, on était en 2002-2003. Et puis finalement, en 2004, il y a eu une conférence à Stockholm où l'ISO a décidé, après avoir entendu les différentes parties prenantes, qu'on allait se lancer donc dans la création de cette norme. Et donc cette norme, c'est un texte qui a donc le statut de norme internationale, dont le titre est donc en anglais Guidance on Social Responsibility, qu'on a traduit en français par ligne directrice relative à la responsabilité sociétale. Et ça a été un des sujets de débat au tout début, c'est est-ce que cette norme s'appliquait uniquement aux entreprises ou à tout type d'organisation. Et finalement, on a conclu que finalement, quand un service de l'État achetait des produits ou employait du personnel, il devait aussi être socialement responsable, et c'était aussi le cas d'une collectivité locale et d'une association, par exemple. Cette norme, alors on verra, on a mis quand même un certain temps à la créer. En principe, les normes, l'ISO donne 3 ans au groupe de travail pour créer la norme. Là, on a mis 6 ans, mais c'était aussi le sujet qui était complexe, et on a vraiment souhaité que l'ensemble des parties prenantes soient d'accord avant de la publier. Alors, une chose qui était aussi... J'entends parler derrière, je ne sais pas si... Oui, alors attends, on va essayer, tout à fait, je me faisais la même remarque. Il y a quelqu'un qui doit avoir un micro ouvert. Et oui, je m'entends en écho, effectivement. Alors, c'est pas dans les personnes connectées par ordinateur, je ne sais pas. Mais alors à tous, s'il vous plaît, essayez de vérifier que votre micro est bien mis en silence. Et puis, aux personnes qui nous ont rejoints par téléphone, ce qu'il faudrait, c'est mettre le téléphone en mute, enfin en éteignant le son du micro de votre téléphone. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir résoudre le problème pour faciliter donc pour Pierre. Je te redonne la parole, Pierre, j'espère que ça va marcher. Voilà. Merci. Merci. Oui, donc, dans les caractéristiques initiales, on n'a pas souhaité que ce soit un système de management, parce qu'il y a effectivement, dans l'entreprise, il y a beaucoup de systèmes de management de l'environnement, de la qualité, etc. Et l'idée de la RSE, c'était quelque chose de transverse et qui devait plutôt être intégré au système de management plutôt que d'être un système de management lui-même. Donc, et aujourd'hui, on a d'ailleurs une conférence téléphonique ce soir avec les Suédois qui ont la même idée que nous, qui est de dire il faudrait qu'on réfléchisse à la façon dont on intègre la RSE dans une entreprise qui a déjà mis en place un certain nombre de systèmes de management, qualité, environnement, gestion des risques, etc. Et pour lui faciliter l'appropriation de la RSE. Et puis, donc quelque chose aussi qui est toujours la première question qu'on pose, mais pourquoi l'ISO 26000 n'est pas certifiable? Eh bien, c'est effectivement quelque chose qu'on a choisi au départ de ne pas faire, c'est que l'ISO 26000 n'est pas certifiable parce que dans l'ISO 26000, vous ne trouverez pas d'exigences. Les normes qui sont certifiables, c'est des normes qui comportent des exigences. Pour être conforme à la norme, il faut effectivement atteindre un certain niveau. Dans l'ISO 26000, on n'a pas d'exigence, par contre, on a des recommandations. C'est-à-dire qu'on a identifié un certain nombre de thèmes, et sur ces thèmes, on essaye et c'est aussi l'idée de guidance, c'est d'amener les entreprises à avoir les bons réflexes ou les bons comportements. Et donc, on est plus sur des recommandations, et dans la mesure aussi où c'est quelque chose qui s'adresse à toutes les formes d'organisation, à toutes les tailles d'entreprise, quel que soit le pays dans lequel elles opèrent, il aurait été vraiment très difficile de donner des exigences qui soient très précises. Donc on est plus sur quelque chose d'indicatif et de recommandation. Ce qu'on a coutume de dire aussi donc en RSE, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. On ne peut pas à un moment donné dire ça y est, je suis socialement responsable. On a toujours, de par ses activités, des impacts sur l'environnement.
on a toujours des parties prenantes qui viennent nous demander des comptes. Et là, effectivement, il faut être dans une logique d'amélioration continue et de vraiment de prise en compte de ce qui est demandé. Alors, rapidement, parce que c'est pas forcément l'objet de notre exposé, c'est comment est-ce qu'on a procédé pour arriver à cette norme. Alors vous avez sur cette slide une photo d'un amphithéâtre, d'une plénière du groupe de travail. Donc ça a été le plus gros groupe de travail de l'histoire de l'ISO. Vous avez par exemple une norme ISO, qui a défini les caractéristiques d'une feuille de papier A4. Donc on peut penser que le groupe de travail qui a défini ça, il était composé peut-être d'une vingtaine de personnes de quelques pays et qui étaient vraiment spécialistes du sujet. Alors parce que là aussi j'ai peut-être pas précisé, mais les experts qui participent à la normalisation, ce sont en général les experts du domaine. On va chercher les meilleurs experts du domaine. Donc pour une feuille de papier A4, on peut penser que il y a certainement eu des discussions, mais il n'y avait pas besoin de réunir le monde entier, et puis ça n'a pas dû prendre 6 ans. Par contre, pour la responsabilité sociétale, ce qui était clair au départ, c'était qu'il fallait y associer le maximum d'acteurs possibles, y compris des acteurs qui n'avaient pas l'habitude d'être impliqués dans des travaux de normalisation, comme les ONG ou les syndicats, par exemple. Ceux qu'on trouve traditionnellement dans les travaux de normalisation, ce sont bien entendu les entreprises, parce qu'elles sont intéressées au premier chef par les résultats de la normalisation, et puis aussi les consommateurs qui sont aussi très, très présents. Donc sur cette photo, vous avez un peu un concentré de l'humanité. C'est toujours très impressionnant de voir qu'on avait des représentants d'une centaine de pays, et puis des représentants donc de 6 catégories de parties prenantes, puisque là vous voyez qu'on avait des représentants de 99 pays. En fait, on en a eu jusqu'à 100, mais le Venezuela, à l'époque, qui était dirigé par Hugo Chavez, s'était retiré, et donc on a fini simplement à 99. Et surtout, donc, la caractéristique de ce projet, c'était justement cette approche par les parties prenantes, donc les entreprises, les gouvernements, mais aussi donc les ONG, les syndicats, les consommateurs. Et la 6e catégorie, c'est ceux qu'on n'avait pas pu mettre dans les 5 autres catégories, mais on trouvait des consultants et on trouvait aussi des universitaires. Et c'est quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en 10 ans, la RSE est devenue quasiment une nouvelle spécialité universitaire, et effectivement, il y a des profs qui ont écrit beaucoup d'articles sur le sujet. Et d'ailleurs, la construction de l'ISO 26000 a été un bon sujet d'étude pour les universitaires. On peut aussi noter qu'à côté des représentants des pays, donc issus des organismes réunis par les organismes de normalisation, on avait aussi ce qu'on appelle dans le jargon ISO des organisations en liaison. Et là-dedans, il y avait à la fois les porteurs d'autres initiatives RSE, comme le GRI, comme l'OCDE, comme l'OIT, et puis des représentants soit de grandes organisations comme la Commission européenne, les organisations d'employeurs ou de syndicats au niveau international, des grandes ONG comme Transparency International, Consumer International. Donc, vous voyez, on avait véritablement l'ensemble des parties prenantes autour de la table. D'ailleurs, de façon un peu anecdotique, on avait imaginé qu'on pourrait faire venir, si on était un peu sec sur certains sujets, des experts de l'extérieur. Et en fait, on n'a pas eu à recourir à cette disposition parce qu'à chaque fois, on a eu suffisamment de compétences sur les sujets.
Donc le projet, en fait, il a réellement démarré donc en octobre 2004. Et donc là, on part d'une page blanche. On fait une première réunion, un premier draft, et ensuite on fait des commentaires sur ce draft. Et on avance par un système de vote. Donc au départ, le vote se fait à l'intérieur du groupe de travail et à partir d'un certain degré de maturité, en fait, on passe par des votes qui sont au niveau de l'ensemble des instituts de normalisation et on a un vote final qui donc valide la norme qui est ensuite publiée. Donc ça a pris effectivement 6 ans, ce qui peut sembler long, mais dans la mesure où on a quand même eu 8 réunions internationales et on est arrivé au bout, ce qui n'était pas évident. Et d'ailleurs, on a eu finalement pour qu'une norme soit acceptée, il faut 2/3 de vote pour et moins d'1/4 de vote contre. Et là, on a eu finalement 5 pays seulement qui ont voté contre. Et pour des raisons qui étaient vraiment liées, qui étaient vraiment spécifiques. Par exemple, les États-Unis, qui avaient plutôt voté pour dans les premières phases, avaient finalement voté non parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la façon dont on abordait la question du principe de précaution. Donc on voit que sur un texte qui fait 100 pages et qui aborde beaucoup de sujets, on a fait un blocage avec les États-Unis sur vraiment je ne veux pas dire un détail, mais sur un point qui leur tenait vraiment à cœur. Par contre, des pays comme la Chine, qui avait été très réticent tout au long du projet, a finalement voté pour, donc on en était vraiment, vraiment très satisfait. Bon, une fois que la norme est adoptée, elle est publiée, et à ce moment-là, toutes les organisations peuvent l'utiliser. On peut aussi avoir des normes qui sont... Alors, c'est des normes internationales, mais elles peuvent être reprises ensuite en normes nationales. Donc, c'est ce qu'a fait la France tout de suite. Mais, par exemple, le Canada vient simplement de reprendre l'ISO 26000 en normes nationales canadiennes. Alors, ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, ça veut dire qu'au niveau national, le pays préconise l'utilisation de la norme. Alors, comme je vous disais, ce ne sont pas les experts qui ont inventé le contenu de la norme ISO 26000. L'idée, c'était de ne pas, et ça c'était quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans l'introduction de la norme, c'est qu'on ne voulait pas arbitrer ou dire des choses qui ne faisaient pas l'objet de consensus au niveau international. On n'était pas une ONU bis. L'idée, c'était de partir de textes existants et ensuite de les mettre en forme et d'en faire des objets qui seraient ensuite utiles pour les organisations, pour les entreprises dans leur démarche RSE. Et donc dans ces textes internationaux, bien entendu, on retrouve les grands textes de l'ONU. Par exemple, dans le domaine des droits de l'homme, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a des textes sur la protection des consommateurs. On a des textes, par exemple, quand on aborde la question de la corruption, il y a des textes qui existent au niveau de l'OCDE ou au niveau du Conseil de l'Europe. Et puis, bien entendu, pour tout ce qui est législation du travail, l'OIT est une référence incontournable. Et puis, bien entendu, on a utilisé les normes ISO existantes, par exemple dans le domaine de l'environnement. Et puis, sur des sujets qui ne faisaient pas l'objet d'accords internationaux, à l'époque, on n'avait pas encore l'accord de Paris sur le changement climatique, mais il y avait des rapports du GIEC qui déjà mettaient bien en lumière la problématique du réchauffement climatique. Et puis, un texte qui a été adopté et qui est paru juste après l'ISO 26000, qui était les principes directeurs de l'ONU pour les entreprises et les droits de l'homme, où là, on avait déjà intégré un certain nombre de données de ce texte qui était encore en projet, et notamment quelque chose dont on reparlera par la suite, qui est ce qu'on appelle la due diligence, ou le devoir de vigilance, ou la diligence raisonnable en français, qui est que
il est conseillé, dans une démarche de RSE, d'essayer d'anticiper les risques liés à la violation des droits de l'homme, mais de façon générale liés à l'ensemble des impacts, l'anticipation d'impacts négatifs que pourrait avoir une entreprise. Et dans cette slide, je dis aussi que on a référencé donc dans la bibliographie uniquement donc ces grands textes internationaux. En revanche, donc on a aussi mis une annexe qui reprend l'ensemble des initiatives qui traitent de RSE ou qui traitent d'une partie ou d'une thématique de RSE comme le Global Compact ou le GRI. Donc ce ne sont pas des textes de référence, mais ce sont des textes qui peuvent être utilisés en conjonction avec l'ISO 26000. Et d'ailleurs, on a depuis fait un certain nombre de tableaux de correspondance entre, par exemple, l'ISO 26000 et le GRI, l'ISO 26000 et le Global Compact. Alors, je crois que ce qui est le plus important, c'était finalement comment ce groupe de travail a défini la responsabilité sociétale. On avait des définitions de la responsabilité sociétale quand on a démarré le groupe de travail, et notamment celle de la Commission européenne, hein, puisque beaucoup d'entre nous avaient découvert cette notion de RSE au travers du livre vert, puis de la communication de la Commission européenne de 2001. Et dans cette première définition de la Commission européenne, on disait que la RSE, c'était une démarche volontaire pour intégrer des préoccupations sociales et environnementales à des activités commerciales. Donc c'était le texte de la Commission européenne. Donc dans ce texte, il y avait cette notion de démarche volontaire et puis d'intégration de préoccupations sociales et environnementales dans l'activité d'une entreprise. Aujourd'hui, en 2011, la Commission européenne a refait une communication et a changé sa définition en reprenant, sous une forme très, très proche, la définition de l'ISO 26000, puisque maintenant la Commission européenne parle de la RSE comme étant la responsabilité d'une entreprise pour les impacts de ses activités sur la société. Donc on a laissé tomber cette notion de volontaire, puisque en fait la RSE, c'est quelque chose que l'entreprise doit faire. Et en particulier, c'était, alors là on a la vue d'ensemble de l'ISO 26000, alors on ne rentrera pas dans le détail, mais puis en plus c'est peut-être pas facile pour vous de le lire, mais dans les principes, on a tenu, avant de rentrer dans le contenu des grandes thématiques de la RSE, on a tenu quand même à donner un certain nombre de principes. Et dans ces principes, il y avait que une entreprise ou une organisation doit d'abord respecter la loi du pays dans lequel elle se trouve, et seulement après que si la loi n'est pas suffisamment proche de ce qu'on a appelé les normes internationales de comportement, c'est-à-dire les principes tirés des grands textes internationaux, à ce moment-là, l'entreprise pouvait essayer de se rapprocher de ces grands textes. Par exemple, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de liberté d'association, où il n'y a pas de négociation collective, à ce moment-là, vous pouvez vous décider dans votre entreprise d'essayer d'avoir recours à des formes de dialogue social en désignant par exemple des délégués du personnel qui vont vous permettre d'avoir un dialogue et de signer des accords. Pour vous donner un exemple, à EDF, on a signé un accord RSE au niveau international et pour notre filiale chinoise, on avait le choix de demander au gouvernement chinois de nous déléguer un syndicaliste mais qui n'était pas dans l'entreprise, qui serait venu négocier cet accord. Et le choix qu'on a fait, c'était plutôt de faire élire
le représentant qui est venu négocier l'accord à Paris par l'ensemble du personnel. Donc c'est une façon de ne pas violer les lois locales, mais aussi de trouver des voies et moyens d'être plus dans l'esprit de ces textes internationaux. Dans ces principes, on retrouve aussi quelque chose qu'on retrouvera par la suite, qui est le dialogue avec les parties prenantes. Dans une démarche de RSE, on ne peut pas être socialement responsable tout seul. Une des grandes caractéristiques est d'identifier ces parties prenantes et de prendre en compte les attentes de ces parties prenantes. Dans ces principes, on retrouve aussi la notion qui relève un peu de ce qu'on pourrait appeler le reporting, qui est de dire il faut être relativement transparent par rapport à ces impacts et il faut pouvoir en rendre compte parce qu'il y a une attente des parties prenantes et de la société sur la transparence des entreprises. Alors, on en est arrivé à une définition qui est de dire... Pierre, oui. Alors, est-ce que je peux me permettre peut-être de t'interrompre pour faire une pause ici et restituer quelques questions? Oui, tout à fait. Alors, je vais y aller. Donc, je reprends la question d'Isabelle Soubéran, en fait, qui demandait si les labels RSE ou marques de reconnaissance RSE qui valorisent les démarches, enfin, ce que tu pensais en fait des labels RSE ou marques de reconnaissance RSE qui valorisent les démarches, mais qui finalement ne sont pas des déclarations certifiables. Donc, je te laisse répondre, et puis après, j'ai deux autres questions. Alors, c'est peut-être quelque chose qui viendra après dans l'exposé, c'est quand on va parler de certification versus évaluation. Alors, effectivement, c'est une question qui est vraiment essentielle, c'est que on recommande aux entreprises d'avoir une démarche RSE, mais ces entreprises, elles souhaitent effectivement pouvoir voir reconnaître cette démarche. Alors, effectivement, il y a des façons de reconnaître la démarche. Par exemple, pour le Global Compact, on a tous les ans à faire une communication sur le progrès, dire ce qu'on a fait sur les différents principes du Global Compact, ce qu'on a mené comme action de progrès sur ces 10 principes. Mais évidemment, et on le verra, il peut y avoir des outils comme des méthodes d'évaluation ou éventuellement des labels qui viendraient reconnaître la qualité de ces démarches. Alors ça a un intérêt à la fois en interne pour l'entreprise, pour faire reconnaître que le travail qui a été fait est reconnu de façon externe, mais ça a aussi un intérêt parce que, on le verra, souvent les entreprises qui font ces démarches, elles sont aussi dans la chaîne d'approvisionnement d'un donneur d'ordre et que souvent, si l'entreprise s'est lancée dans une démarche RSE, c'est parce que son donneur d'ordre lui a demandé de le faire aussi. Donc je reviendrai peut-être là-dessus. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions à ce niveau-là. Oui. Alors, très bien. Je pense qu'il y en a une qui doit, ça viendra aussi dans la suite de la présentation. C'était celle de M. Boussaid. Donc, il dit, on parle plus de démarche volontaire, mais il y a... Ah oui, non, c'est un peu différent. On parle plus de démarche volontaire, mais il y a une certaine volonté des gouvernements à inciter et encourager les organismes à y aller. Enfin, donc j'imagine dans la RSE, texte de loi, subvention. Alors, je ne sais pas si par rapport oui, à... alors non, mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je disais, on peut plus dire que la RSE est simplement une démarche volontaire parce que quand on voit les thématiques, donc on les verra tout à l'heure. Par exemple, si on prend la thématique des droits de l'homme, on ne peut pas dire je respecte de façon volontaire les droits de l'homme. C'est quelque chose qu'il faut faire et on est un peu tenu de le faire. Et on a une pression de ces parties prenantes pour le faire. Et effectivement, on le fait parce qu'on veut avoir une bonne image. On peut le faire aussi parce qu'on y est incité par le gouvernement, soit sous forme effectivement purement incitative, et on pourrait imaginer que
via la fiscalité, par exemple, ou via des bonnes pratiques, on y soit incité, mais on peut aussi être incité parce que on réglemente certains secteurs. Donc on est dans ce qu'on appelle le smart mix, c'est-à-dire d'un mélange à la fois d'incitation et puis d'obligations et de contraintes. Alors j'en reviens rapidement à la définition, parce que je vois que le temps tourne, à la définition. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment centré la définition de la RSE sur la responsabilité d'une organisation ou d'une entreprise vis-à-vis des impacts de ses activités sur la société et l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est en dehors de l'activité de l'entreprise, parce que il y a un certain nombre de domaines pour lesquels on peut se dire, bah tiens, moi, par exemple le domaine de la philanthropie ou le domaine du mécénat, finalement en donnant de l'argent, en sponsorisant des choses, je fais de la RSE. Alors, c'est que dans l'ISO 26000, on dit on vous empêche pas de faire ça, ça peut être bien, mais c'est pas de la RSE. La RSE, c'est vraiment se centrer sur les impacts que l'entreprise peut avoir du fait de ses activités, et l'objectif, c'est soit de minimiser les impacts quand c'est des impacts négatifs, soit de maximiser ces impacts quand c'est des impacts positifs. Donc impact négatif, c'est par exemple des impacts qui auraient pour conséquence de dégrader l'environnement, donc là faire en sorte qu'on dégrade l'environnement le moins possible, et puis maximiser les impacts positifs, ça peut être en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur pour un territoire donné, par exemple. Là, on est tout à fait sur des démarches de RSE. Alors simplement, on dit, et c'est pour ça que la définition est complétée par un certain nombre d'attendus, un certain nombre de bulles, là, ce qu'on retrouve sur cette slide, c'est que cette responsabilité, on ne doit pas l'exercer de façon n'importe comment. On doit avoir un comportement qui soit, et on retrouve les choses qu'on a vues dans les principes, comme la transparence, par exemple. On doit avoir un comportement transparent et éthique. Et puis, alors, on a aussi défini le lien entre RSE et développement durable. Souvent, on ne sait pas trop comment ça s'articule. On a d'ailleurs souvent dans les entreprises des directions développement durable ou des directions RSE. Alors le développement durable, c'est plus un peu le concept un peu parapluie, le concept général, et tout le monde doit contribuer au développement durable. Les citoyens contribuent au développement durable par leur comportement, leurs éco-gestes. Les gouvernements contribuent au développement durable par la législation, par la fiscalité, par l'incitation. Et puis les entreprises contribuent au développement durable par justement la réduction des impacts négatifs qu'elles ont sur l'environnement. On dit aussi dans la définition que on introduit aussi donc cette notion de partie prenante, donc qui est très important, sur laquelle on reviendra, de dire que cette responsabilité, on l'exerce aussi sous le regard et la pression des parties prenantes, c'est-à-dire des individus ou des groupes d'individus qui ont un intérêt dans l'activité de l'entreprise. Alors cet intérêt, ça peut être aussi parce qu'elles soit elles subissent les conséquences de ces impacts. Et puis, dernier point, cette responsabilité, elle s'exerce dans l'ensemble de l'organisation et aussi dans les relations que l'entreprise a avec ses partenaires et l'ensemble des parties prenantes. Alors, je crois que cette slide-là est tout à fait importante, et peut-être aussi ça permet, si vous avez une chose à retenir de ce qu'est la RSE, c'est finalement s'intéresser à deux choses. S'intéresser à l'impact de ces activités, et pour ça, il faut bien les identifier. Et ces impacts, ils sont de toute nature. Hein. Ça peut être des impacts environnementaux, ça peut être des impacts sociaux, ça peut être des impacts sociétaux, ça peut être des impacts économiques.
Et puis, cette identification des impacts, il se fait donc en liaison avec les parties prenantes de l'entreprise, et ça suppose de connaître ces parties prenantes. Alors, il y a bien entendu des parties prenantes qu'on connaît, parce qu'on les fréquente tous les jours et on a des relations avec elles, ces salariés, ces actionnaires, les consommateurs. Donc on a, pour les entreprises, ont l'habitude de dialoguer avec ces parties prenantes-là, sous diverses formes. Et puis il y a d'autres parties prenantes qu'on avait, que l'entreprise n'avait pas forcément bien identifiées. Et c'est aussi donc une pratique qu'on peut préconiser quand on se lance dans une démarche de responsabilité sociétale, c'est parallèlement à l'identification des impacts, c'est d'identifier aussi ces parties prenantes et faire le lien entre les deux. Alors, ce schéma qui est le groupe de travail que j'ai piloté, et j'ai eu vraiment l'honneur de piloter, c'était de dire finalement la RSE, qu'est-ce que ça couvre? Et dès la première réunion qu'on a eue en 2006 à Lisbonne, on est sorti de cette réunion avec ces 7 thématiques qui ont ensuite été enrichies, déclinées, et donc on a apporté un certain nombre de recommandations associées à ces 7 thématiques. Mais ces thématiques n'ont pas vraiment bougé. Alors, dans ces thématiques, il y en avait qui étaient complètement évidentes, comme l'environnement, puisque bien que ça s'appelle responsabilité, alors c'est vrai que ce terme de RSE souvent a été mal compris, notamment parce qu'en français, responsabilité sociale, ça renvoie souvent à relations sociales. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi plutôt dans la traduction française le terme de responsabilité sociétale, qui veut dire responsabilité vis-à-vis de la société au sens large. Donc à la fois les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Donc on retrouve donc l'environnement, on retrouve des choses qui concernent l'interne comme les relations et conditions de travail. On retrouve alors les droits de l'homme c'était quand même une première d'intégrer les droits de l'homme dans la RSE, et d'ailleurs dans l'actualisation des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, qui a été publiée en mai 2011, c'est-à-dire 6 mois après la publication de l'ISO 26000, pour la première fois, les principes directeurs de l'OCDE ont intégré justement ce volet droits de l'homme. On retrouve aussi la question des consommateurs. Alors ça, c'est un peu historique, puisque c'était les consommateurs qui étaient à l'origine de la norme et qu'ils voulaient effectivement voir apparaître dans la norme un certain nombre de leurs préoccupations, et on voit bien que il y a aujourd'hui des inquiétudes des consommateurs sur par exemple les questions de santé et de sécurité des produits qu'ils achètent, la question de la protection des données aussi, des données informatiques qui les concernent. Et puis il y a la question de la consommation durable. Souvent on parle maintenant de consommateurs. Donc les consommateurs sont aussi acteurs de leur processus de consommation. Et d'une façon générale aussi, on a voulu insister sur l'aspect justement éducation et sensibilisation des consommateurs à ces questions. Aujourd'hui, effectivement, un consommateur, c'est pas seulement le signal prix qui va lui faire acheter un produit, mais c'est aussi, il se pose aussi des questions sur la façon dont ce produit a été fait. Autre sujet, ce qu'on a appelé en français donc la loyauté des pratiques, où on retrouve des pratiques d'éviter, lutter contre la corruption,
respecter les droits de propriété, et puis l'idée d'avoir une concurrence loyale entre les différents acteurs. Autre point aussi, et j'ai vu un certain nombre de questions ici qui avaient été posées dans la phase préparatoire, qui était la question de l'interaction entre l'entreprise et les territoires, et notamment les communautés dans lesquelles elles opéraient. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on a bien identifié. Donc l'entreprise doit effectivement contribuer positivement à son territoire, et en tout cas, la question de l'acceptabilité des ouvrages est une question qui est de plus en plus prégnante. On le voit bien quand on veut construire un barrage au Brésil. Il faut commencer par avoir une discussion avec les parties prenantes locales pour qu'on puisse voir en quoi cette installation ne va pas causer d'impact négatif sur ces communautés. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient complètement intégré. Et sur ma dernière slide aussi, j'ai évoqué les objectifs de développement durable de l'ONU. Alors ça, effectivement, maintenant, comme cette norme a maintenant plus de 5 ans, il s'est passé des choses depuis, et notamment donc en septembre 2015, l'ONU a publié donc 17 objectifs de développement durable, qui est le programme de l'ONU pour les 15 ans qui viennent, hein, puisque c'est un objectif 2030. Et on voit bien comment les entreprises pourront prendre leur part dans la réalisation de ces objectifs de développement durable, et c'est très lié justement à cet aspect développement local et communauté. Enfin, donc la question de la gouvernance, c'est comment, au niveau de la gouvernance de l'entreprise, on va mettre en œuvre ces principes comme la transparence, la responsabilité de rendre compte de son activité, et l'intégration de la RSE dans l'entreprise. Donc au travers de ces questions, on voit qu'on couvre l'ensemble des thématiques, et il y a quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en lumière, c'était que ces questions n'étaient pas étaient interdépendantes. Et alors on a utilisé le terme holistique, qui est un peu recherché, mais l'idée c'est qu'il peut y avoir des liens entre ces différentes questions. C'est-à-dire que quand on dégrade l'environnement, il y a aussi des chances qu'on dégrade aussi les conditions de vie des gens qui sont dans cet environnement, et donc quelque part on touche aussi aux droits de l'homme. Donc il y a véritablement un lien à faire entre ces différentes questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, si tu as identifié des questions, Joël, à ce... Oui, alors on a beaucoup de questions en fait. Alors il y en a peut-être une qui se réfère vraiment à cette page, donc d'Evelyne Picheneau, qui demande: est-ce que aujourd'hui la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont intégrés d'une manière ou d'une autre? Je te donne la parole pour répondre, et après j'aurai d'autres questions. Alors, donc cette norme a été publiée en novembre 2010, et le principe des normes ISO, je vous ai dit que les normes ISO devaient être fondées sur les données les plus actuelles de la connaissance, et donc forcément ces normes ISO elles vieillissent, et notamment donc on en était conscient, et on l'a écrit d'ailleurs dans la norme, c'est que on était bien conscient qu'il allait y avoir des problématiques qui allaient émerger, et des problématiques qui aujourd'hui n'étaient pas... Si on prend par exemple le changement climatique, il y a 20 ans, le changement climatique n'était pas un sujet aussi évident et aussi pressant qu'aujourd'hui, ou la question de la biodiversité. Donc on voit bien que sur ces questions de blanchiment, par exemple, il y a eu des choses de fait, hein, et là en France par exemple, il y a la loi Sapin, mais il y a aussi actuellement 2 normes ISO qui sont en cours de finalisation, et notamment une norme qui s'appelle anti-bribery, et qui intègre ces problématiques. Alors la question qu'on a aujourd'hui, c'est on va lancer à la fin de l'année
une enquête pour savoir s'il faut réviser l'ISO 26000. Donc on saura début 2017 si on se lance dans une révision de l'ISO 26000. Donc on voit, alors la difficulté qu'on aura, c'est que il n'est pas question de faire revenir les 400 experts autour de la table pour faire la révision. Donc ça sera. Alors, on a donc deux questions. C'est est-ce que l'ensemble des pays souhaitera ou non réviser l'ISO 26000 la première enquête qui avait eu lieu il y a 3 ans avait conclu à ce que c'était un peu trop tôt. Aujourd'hui, ça serait effectivement une bonne chose parce que on a effectivement des nouvelles problématiques qui sont apparues et qu'il faudrait prendre en compte. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, il y avait d'autres questions. Je les ai notées. Voilà. Donc Salimata aussi, je crois de Côte d'Ivoire, enfin d'Afrique, demandait, remarquer que le mot volontaire freine la RSE car les entreprises n'ont pas du tout cette conscience. Je pense que c'est en particulier en Afrique, mais peut-être même aussi ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas revoir cette définition? Donc ça c'était une question, j'en pose aussi une autre, c'est de M. Boussaïd, c'est y a-t-il un projet de nouvelle version en vue? Ça tu viens de répondre, donc je pense que c'est peut-être pas la peine. Alors on reste sur la question de Salimata. Je te redonne la parole. Oui, alors donc il faut distinguer volontaire. Une norme volontaire, c'est une. Bon, les gens sont. Je vous ai dit, l'important c'est que les entreprises aient une démarche RSE. Il y a d'autres façons que l'ISO 26000 d'avoir une démarche RSE. Hein. On peut rentrer dans la RSE par l'environnement et puis essayer après d'explorer d'autres problématiques. On peut rentrer dans la RSE par le Global Compact. On peut rentrer dans la RSE, et ça sera vrai au niveau européen, par le reporting. Vous savez que la France avait déjà une législation pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés. On leur demandait tous les ans de faire un reporting sur des indicateurs extra-financiers. Maintenant, c'est quelque chose qui a été étendu par le biais d'une directive européenne et à partir de l'année prochaine, les entreprises devront... Toutes les entreprises, les grandes entreprises européennes de plus de 500 salariés devront faire ce reporting. Donc c'est déjà une façon d'y arriver. Effectivement, alors on va le voir avec la diapositive suivante, qui est que finalement la responsabilité sociétale, elle n'est pas uniquement à l'intérieur de l'entreprise, mais elle est dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise, voire même ce qu'on appelle sa sphère d'influence. Alors là, vous avez un schéma qui n'est pas d'ailleurs dans l'ISO 26000, mais qui effectivement montre que la responsabilité, elle est à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans toute sa chaîne d'approvisionnement. Et on voit aujourd'hui que les entreprises sont challengées aussi par le comportement de leurs fournisseurs. Nike, par exemple, c'était un des premiers exemples de RSE. C'est si on a critiqué Nike, c'était parce qu'elle se fournissait auprès de fournisseurs qui faisaient travailler les enfants. Et ça les a conduits à modifier leur comportement et à modifier le comportement de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité et qui n'a peut-être pas été suffisamment traité dans l'ISO 26000. Aujourd'hui, c'est comment on s'assure que tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, on a un comportement socialement responsable. Ce qui n'est pas effectivement évident et qui pose la question de la responsabilité du donneur d'ordre. Et puis il y a cette notion qu'on retrouve dans l'ISO 26000 de sphère d'influence, qui est de dire effectivement il y a un certain nombre de parties prenantes avec lesquelles on a des contrats, et effectivement on est sur une base contractuelle, mais il y en a d'autres avec lesquelles on a d'autres types de relations qui sont plus des relations d'influence. Et effectivement, on le voit au niveau, par exemple, d'un secteur professionnel. Des exemples que je vous donnerai après. Il y a une prise en compte collective de dire comment est-ce qu'on pourrait progresser ensemble au niveau de notre branche professionnelle, de notre secteur d'activité.
De même, on peut imaginer aussi qu'une entreprise qui est dans un pays qui a des lois relativement faibles puisse avoir une influence sur le gouvernement de ce pays en leur disant de faire de faire évoluer leurs lois pour qu'elles se rapprochent en fait des standards internationaux, de ce qu'on a appelé les normes internationales de comportement. Alors, la question qu'on peut se poser aussi... Oui, Pierre, alors me permets de t'interrompre, excuse-moi. j'en prie, Donc on avait aussi encore une question d'Isabelle Soubéran qui concerne plus la plateforme, donc qui est la suivante. Concernant la plateforme RSE française, une expérimentation d'affichage est en cours de discussion. Quelles sont les modalités pour proposer un affichage RSE? Est-ce trop tard pour proposer un affichage RSE? Bon, ça va un peu au-delà d'ISO 26000, mais si... Oui, non, mais moi je disais, rien ne va au-delà de l'ISO 26000. Ce qu'il faut dire, c'est que on essaye d'avoir une démarche RSE qui soit la plus complète possible et et donc l'ISO 26000 n'est qu'un outil parmi d'autres qui nous aide. À la limite, je dis aujourd'hui, l'ISO 26000 a été un peu pillé. En tout cas, les concepts de l'ISO 26000 ont été pillés parce qu'on les retrouve dans d'autres textes, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement partagé. La question de l'affichage, ça renvoie en fait à la question de la transparence et puis du reporting. Aujourd'hui, au niveau de la plateforme RSE, on n'a pas véritablement de travaux sur l'affichage. Il y a eu des travaux faits à l'AFNOR sur l'affichage environnemental ou l'affichage social. C'est des sujets qui sont effectivement pas complètement encore aboutis. D'accord. Donc on peut avancer. Je te redonne la parole pour la suite. Voilà, donc je disais que effectivement l'ISO 26000, je me souviens la première étude qui avait été faite par les consommateurs quand ils étaient allés voir l'ISO, ils avaient déjà recensé à peu près 300 textes qui parlaient de RSE. Alors ça pouvait être des textes internationaux, ça pouvait être des textes sectoriels. Donc la question qu'on avait, c'était est-ce que l'ISO 26000 trouvera sa place en fait dans le paysage. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'effectivement l'ISO 26000 a trouvé sa place parce que finalement elle a joué un rôle de catalyseur et surtout un rôle de définition. Certaines disent que la norme ISO 26000 c'est une norme c'est d'abord une norme définition avant d'être une norme dont qu'on peut vraiment mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu dans cette période, la 2010-2011, pas mal de choses autour de la RSE, l'ISO 26000, les principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme, les principes directeurs de l'actualisation des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, la communication de la Commission européenne. Et tous ces textes, en fait, étaient vraiment convergents et se sont vraiment centrés sur le comportement des entreprises vis-à-vis de leurs impacts. Alors au niveau français, ce qu'on a fait au niveau de la communication, la commission de l'AFNOR, c'est qu'on a travaillé sur un certain nombre de textes qui nous paraissaient nécessaires pour aller un petit peu plus loin. Par exemple, on en a fait un sur une fois qu'on a bien identifié ces impacts, comment est-ce qu'on pouvait les hiérarchiser et comment on pouvait prendre en compte le point de vue des parties prenantes par rapport à ces impacts. Donc on verra que donc on vient de le réactualiser, ce document, justement, en y introduisant donc une notion que les consultants ont amenée, qui était la notion de matérialité, c'est-à-dire finalement, alors moi ça me plaît pas trop parce que dans ce sens-là c'est pas très français, mais aujourd'hui l'idée c'est d'essayer d'identifier les impacts les plus pertinents, importants, significatifs, et c'est ce qu'on a appelé l'idée d'analyse de matérialité.
Et donc, au travers de ce document, on essaye de donner des éléments. Il y avait cette question sur laquelle on va revenir après, qui était comment finalement on peut faire évaluer ces démarches, comment on peut les faire reconnaître. Et là, on a travaillé sur un document qui va être là aussi, qui a été revu. Et là, on l'a revu sous forme d'une auto-évaluation avec 55 questions où effectivement les entreprises pourront un peu s'auto-évaluer sur leur démarche RSE et qui peuvent les amener à aller un petit peu plus loin. On a fait aussi un texte sur la gouvernance parce que le chapitre gouvernance de l'ISO 26000 est assez succinct. Et donc, on a fait un document qui est vraiment intéressant sur finalement comment on met en place une gouvernance RSE dans une entreprise ou dans une organisation. Alors, le problème de la normalisation et de tous ces textes, c'est que il faut les acheter. Alors, il faut aller sur le site de l'AFNOR ou le site de l'ISO et les acheter. Alors, c'est pas très cher, mais souvent, ça crée quand même un problème par rapport à des textes qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Aussi, dans les travaux qu'on a fait aussi au niveau français, et je crois que c'est vraiment des travaux intéressants, c'est qu'on a des secteurs qui ont décidé de se réunir avec leurs parties prenantes pour dire l'ISO 26000 c'est une norme générale qui donne le paysage et qui liste toutes les thématiques, mais finalement pour nous, du secteur de la communication ou du secteur de l'agroalimentaire par exemple, quels sont les sujets qui vraiment sont importants pour nous. Et donc ils ont fait des guides qui vont justement faire ce travail d'identification des sujets qui sont importants et prioritaires pour eux. On peut donner l'exemple du secteur de la communication, où ils ont croisé leurs activités avec les thématiques les 7 questions centrales de l'ISO 26000, et ils sont arrivés en fait à identifier en fait des enjeux clés pour leur domaine d'activité. Donc ça, c'est un travail qui est intéressant quand il se fait au niveau d'un secteur d'activité, parce qu'ensuite, ça mâche le travail pour des entreprises du secteur qui vont avoir à conduire une démarche de responsabilité sociétale. Le travail du secteur agroalimentaire en particulier a été très très bien fait, et il est tellement bien fait que la France a décidé de le porter au niveau ISO. C'est-à-dire qu'on peut avoir une norme ISO qu'on décline ensuite à un niveau local, mais là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a fait ce travail au niveau du secteur agroalimentaire français, et on a le souci maintenant d'en faire une norme internationale. Et là, le vote est en cours pour savoir si le sujet va être retenu dans le programme de travail de l'ISO, et il y a de bonnes chances qu'il y soit, et dans ce cas-là, il y aura un pilotage de la France pour faire une norme sur le secteur agroalimentaire, qui est un secteur, je pense, qui intéresse beaucoup de gens autour de la table. Et puis, il y a eu aussi exactement la même chose au niveau des achats responsables. Et là, il y a eu un travail fait au niveau de l'AFNOR sur les achats responsables, et ce travail a été aussi porté au niveau international, et d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, donc il y a une norme qui s'appelle l'ISO 20400 sur les achats responsables, donc en anglais c'est Sustainable Procurement, qui va être publié et qui a été piloté par la France. Donc là aussi, c'est un sujet qui est un sujet de RSE, qui est lié aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est la chaîne d'approvisionnement. C'est comment on fait en sorte que quand on achète quelque chose, on ne se limite pas au prix, mais qu'on y intègre aussi des aspects qui fait que l'ensemble de l'activité va être socialement responsable. Alors, donc on voit bien, oui.
Alors Pierre, alors on a d'autres questions. On a une question donc de Monsieur Bousset qui demande comment la norme, comment RSE, enfin ISO 26000 s'imbrique avec les normes de management qualité 9001, environnement 14001 et la future norme sur la sécurité 45001. Donc ça c'est une question. Et après moi je me demande aussi comment ça pouvait s'intégrer avec les standards sectoriels qui peuvent exister. Voilà, donc déjà ça, puis après il y avait encore une question. Voilà, je te redonne la parole. Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question et je vous disais d'ailleurs qu'on avait une conférence téléphonique avec les Suédois cet après-midi exactement sur ce sujet-là, qui était de dire finalement comment est-ce qu'on va pouvoir aider les entreprises qui ont déjà fait l'effort d'avoir une démarche qualité ou une démarche environnementale pour qu'elles intègrent de façon très fluide la RSE. Et donc c'est ce travail qu'on est en train d'initier, et ça avec l'idée de prendre ça un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire de prendre ça avec une entreprise qui a déjà fait une démarche qualité ou qui a déjà fait une démarche environnementale. Et je rappelle bien que la RSE n'est pas un système de management supplémentaire, mais quelque chose qui doit être intégré dans toutes ces démarches. Donc c'est vraiment une préoccupation importante parce que effectivement on voit fleurir toutes ces démarches, qualité, environnement, santé, gestion des risques, et on sent bien que l'entreprise doit être exemplaire sur l'ensemble de ces sujets, et donc il faut qu'on puisse l'y aider. Alors sur les démarches sectorielles, il n'y a pas de spécificité sur les démarches sectorielles. Sur les démarches sectorielles, c'est vraiment une spécificité par rapport au contenu de la RSE. C'est-à-dire que les impacts du secteur bancaire seront différents des impacts d'un industriel, et c'est pour ça qu'il faut faire cette démarche pour s'assurer que les impacts les plus significatifs soient bien pris en compte par le secteur. C'est ce qu'a fait aussi le GRI. Le GRI a fait aussi des suppléments sectoriels qui permet tout de suite de se focaliser sur ce qui est important. D'accord. Alors, et on avait une question aussi un peu avant, justement, sur ce qui est sectoriel de Salimata, donc qui est du Sénégal, je m'excuse, et non pas de Côte d'Ivoire, qui était, est-ce qu'il existe, je vais la reprendre parce que je suis sûre, en fait, est-ce qu'il existe un... Ah, j'ai perdu la question. Est-ce qu'il existe un guide, en fait, oui, c'était ça, est-ce qu'il existe un guide pour le secteur, un guide ISO 26000 pour le secteur des mines? Alors effectivement, les mines, c'est un secteur qui pose vraiment beaucoup de questions pour la RSE. C'est souvent très polémique parce que les mines, ça fait du dégât, il y a des liens avec les communautés locales. Enfin, et donc il n'y a pas de guide ISO 26000. Par contre, il y a d'autres initiatives. Il y a une initiative RSE qui s'appelle EITI, je crois, qui est plus spécifiquement sur le secteur minier. Donc il y a déjà des choses qui existent sur le secteur minier. Après, par exemple, il y a certaines organisations professionnelles comme le secteur du pétrole, Oil and Gas, une organisation qui s'appelle IPIECA, qui a fait beaucoup de guides RSE sur tout ce qui est exploration-production de pétrole, par exemple, et de gaz. Donc effectivement, c'est un des secteurs d'activité sur lesquels il y a le plus de questions RSE. Mais je n'ai pas connaissance de démarche ISO 26000 spécifique sur ce secteur. Mais on retrouve les mêmes thématiques de toute façon. C'est juste une question de présentation. Et enfin, une dernière question assez rapide, et puis après je te redonne la parole pour la suite, parce qu'effectivement, il faut qu'on avance. Donc, je crois que c'est Madame Oppenstedt, qui a une question, donc qui se demandait à qui revenait le revenu des ventes des documents ISO. Est-ce que c'est une organisation à but non lucratif ou plutôt de type entreprise? Je te redonne la parole, et après tu peux continuer. Merci.
Oui, alors effectivement, l'ISO est une organisation à but non lucratif et les instituts de normalisation aussi. Alors, par exemple, en France, l'AFNOR est une association loi 1901. Alors, ce qui peut créer une certaine confusion, c'est que dans les modèles AFNOR ou BSI en Angleterre, en fait, il y a l'aspect normalisation qui est une activité qui effectivement plutôt coûte de l'argent parce que les experts travaillent, travaillent sans être payés, doivent même trouver l'argent pour se déplacer. Je vous disais, on a quand même passé 6 ans à construire cette norme et il a fallu trouver l'argent pour se déplacer, se loger pendant les réunions. Après, la vente des normes, elle sert à faire fonctionner l'ISO. L'ISO, c'est 200 personnes. L'ISO à Genève, c'est 200 personnes. C'est pas énorme, mais il faut effectivement il faut trouver des ressources. Et la vente des normes est effectivement une des ressources. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que, par exemple, pour l'ISO 26000, il y avait moi j'étais dans une entreprise, donc c'était mon entreprise qui payait mes déplacements, mais quand on est une ONG ou qu'on est un syndicat, on n'a pas forcément les ressources. Et là, l'ISO a fait, pour cette norme-là en particulier, donc de gros efforts pour essayer de créer un trust fund, pour essayer de financer des parties prenantes qui n'avaient pas les moyens de participer. Et globalement, ça s'est quand même bien passé parce que tout le monde a pu y participer. Donc en aucun cas, c'est quelque chose qui finalement peut rapporter de l'argent. Ça sert simplement à faire fonctionner le dispositif général. Alors, rapidement, donc, cette question évaluation et certification, souvent on entend des choses ou on lit des choses d'entreprises qui disent je suis certifié ISO 26000 ou je suis. Et donc, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que dans la mesure où l'ISO 26000 n'est pas une norme certifiable, mais je vous ai dit qu'il n'y avait que 5% des normes qui étaient certifiables, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Il n'y avait que les normes d'exigence ou les normes de système de management qui étaient certifiables. La certification, c'est quelque chose qui est donné par un organisme indépendant et qui s'assure que l'entreprise est bien conforme à ces exigences qui sont spécifiées dans la norme, alors que l'évaluation, c'est quelque chose qui va permettre un peu d'évaluer le niveau de maturité de l'entreprise sur ces questions. Et comme l'ISO 26000 n'était pas certifiable, eh bien, le marché a proposé des outils pour justement faire cette évaluation. Et donc, on a vu fleurir un certain nombre de propositions d'agents privés qui ont proposé d'aider les entreprises à s'approprier ces démarches. Donc moi, j'ai pas d'avis sur ces démarches. On les avait simplement listées et comparées. Vous avez là-dedans, y compris donc l'AFNOR qui a développé un projet, mais dans sa partie commerciale, qui s'appelle AFNOR Certification, donc ça s'appelle AFAC 26000. Et puis après, vous avez d'autres acteurs comme Veritas qui a développé un CAP 26000, SGS qui est aussi un gros consultant qui a développé aussi SGS 26000, Vigeo qui est une agence de notation qui a développé Vigeo 26000, et puis vous avez aussi le label Lucie. Alors eux, ils se sont positionnés en tant que label, mais en fait, moi je trouve que c'est un peu un abus de langage, que c'est plus aussi une évaluation. Alors, comme on ne peut pas donner un certificat, en fait, on donne une évaluation sur une échelle qui est de 4 niveaux ou de 5 niveaux selon l'initiative. Donc ça peut être utile parce qu'effectivement, notamment c'est plutôt fait pour des petites entreprises, et c'est vrai que donner à un chef d'entreprise un texte qui fait 100 pages, et lui dire maintenant vous allez mettre en œuvre l'ISO 26000, c'est sûr qu'il va pas avoir le temps, il ne va pas s'en sortir. Donc qu'il soit accompagné dans cette démarche par quelqu'un qui lui a déjà mâché le travail et qui ensuite va lui restituer un peu
un état des lieux et lui préconiser un certain nombre de recommandations et de pistes d'action, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que d'un côté on a une norme, de l'autre côté on a des outils qui s'approprient, enfin qui permettent de faire un peu la transition entre l'entreprise et la norme pour les aider à la mettre en œuvre. Mais voilà. Donc, mais ces outils sont bien des outils qui eux, n'ont pas été construits par l'ensemble des parties prenantes. C'est des outils qui ont été construits par des consultants. Alors, on peut en venir à cette idée de matrice de matérialité. C'est simplement, en fait, une façon de visualiser la hiérarchisation de ces enjeux. Et je trouve finalement que c'est plutôt une bonne chose. Alors c'est à la mode en ce moment, chaque entreprise fait sa matrice de matérialité. L'idée c'est de croiser l'importance de ces sujets pour les parties prenantes et pour l'entreprise. Donc sur un axe, on a l'importance de l'enjeu pour l'entreprise et de l'autre, on a l'importance de l'enjeu pour ses parties prenantes. Et on trouve forcément, en haut à droite, on va trouver les sujets qui sont les plus importants, à la fois pour l'entreprise et ses parties prenantes. Et donc, c'est ces sujets sur lesquels il va falloir travailler en priorité. Là, j'ai pris 3 exemples. Là, vous avez sous les yeux l'exemple de Gestina. C'est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'immobilier. Et donc, ce qui arrive en premier pour eux, dans la mesure où ils construisent des immeubles de bureaux, c'est la performance énergétique et environnementale de leur parc. Mais là, on voit bien qu'il y a des sujets à la fois environnementaux, mais il y a aussi des sujets sociaux. Par exemple, on voit qu'il y a un petit rond bleu, la talent et compétences, pour une entreprise, c'est quand même quelque chose qui est significatif, de s'assurer que leurs collaborateurs ont la formation et développent les compétences nécessaires. On retrouve, alors là c'est pour répondre aussi à Madame Picheneau, dans la plupart de ces matrices, la notion d'éthique des affaires est souvent en haut à droite parce que c'est vraiment une des conditions de réalisation de l'entreprise. On sait que, alors effectivement, les entreprises qui sont par exemple sur des contrats publics comme Thales, c'est quelque chose d'absolument essentiel, la lutte contre la corruption. Il faut qu'ils s'assurent vraiment qu'ils soient parfaitement clean. Mais aujourd'hui, c'est aussi un sujet pour beaucoup d'entreprises. Après, il y a alors vous voyez, en bas à gauche là, de Gestina, il y a mécénat et partenariat. Donc on voit bien que c'est pas véritablement un sujet important de la RSE, c'est quelque chose qui pour moi est simplement complémentaire à la RSE. Donc là, vous voyez, je vous ai présenté ça parce qu'aujourd'hui, finalement, ces matrices de matérialité, c'est quelque chose qui est à la mode, mais qui correspond aussi à quelque chose qui permet de visualiser de façon assez simple et assez pertinente la façon dont on hiérarchise ces sujets et sur lesquels l'entreprise va pouvoir travailler ensuite. Je ne sais pas s'il y a des sujets. Joël, si tu as des questions. Alors, oui, il y a une question donc, de Salimata, qui à mon avis travaille dans le secteur minier, si je peux me permettre. Oui, les États signent souvent des conventions avec les entreprises dans le secteur minier. ISO 26000 gagnerait à créer un guide permettant aux États de faire de la RSE une exigence lors de la signature des conventions. Voilà, c'est une remarque plutôt qu'une question d'ailleurs. Je te laisse réagir si tu le souhaites et continuer. Voilà, merci. Alors effectivement, on peut noter, on connaît bien par exemple la démarche RSE de l'AFD, qui est l'Agence française de développement, et aujourd'hui,
l'Agence française de développement dans les projets qu'elle aide au niveau international et en particulier dans les pays en voie de développement. Elle intègre justement cette dimension RSE et je pense que alors ça c'est vraiment quelque chose qui est, je ne peux pas dire qui est nouveau, mais qui est beaucoup plus fort maintenant dans la démarche de l'AFD. Donc effectivement, aujourd'hui dans le commerce international, c'est quelque chose qui est de plus en plus qu'on va trouver de plus en plus, et y compris dans les débats qu'il y a pu y avoir récemment au G8. C'est un sujet, notamment le sujet des droits de l'homme, qui aujourd'hui est examiné au plus haut niveau et qui devrait porter ses fruits. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une véritablement prise de conscience sur ces sujets au niveau international, y compris et surtout au niveau des grands financeurs internationaux, donc Banque mondiale, AFD, etc. Donc pour la dernière séquence, de la présentation, en fait, c'est des exemples qui sont tirés du projet MENA et East Africa. Alors MENA, c'est Middle East et Afrique du Nord, je crois, et North Africa, et East Africa. Donc c'est un projet qui a été conduit par l'ISO sur 3 ans, donc entre 2012 et 2015, et qui a été financé par les Suédois. Donc les Suédois ont donné de l'argent pour permettre d'accompagner, de former des gens sur le terrain à la RSE, et puis ensuite d'accompagner un certain nombre d'entreprises dans leur démarche RSE, basée sur l'ISO 26000. Donc j'espère que vous aurez peut-être les slides. En tout cas, notez cette référence là, parce que donc sur le site de l'ISO, vous avez une bonne vingtaine de présentations d'entreprises qui ont été accompagnées sur des démarches RSE. Et alors il y en a, je crois qu'il y en a 4 en français et les autres sont en anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles touchent tous les domaines d'activité et toutes les tailles d'entreprises. Vous allez trouver des grandes entreprises comme des PME, et avec là véritablement des préoccupations réelles d'une entreprise. Et ces présentations vont vous montrer comment ces entreprises ont progressé à la fois dans leur analyse stratégique, mais aussi dans la prise en compte de beaucoup de sujets qui touchaient à la RSE de leurs activités. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Et c'est vraiment alors là, il n'y a pas de certification, mais au moins à l'issue de cette démarche, l'entreprise a véritablement progressé, quoi. Je crois que c'est alors je vous en ai c'est un résumé en fait des présentations qui ont été faites. Je crois que j'en ai pris 4. Donc là, vous voyez, c'est une entreprise algérienne, donc c'est de 500 salariés qui travaille, c'est un producteur de boissons et de jus de fruits. Et on voit que cette entreprise n'avait pas véritablement de démarche sur le sujet, et que l'accompagnement de cette entreprise, la Rouiba, a permis d'engager la direction dans une démarche de développement durable au niveau du conseil d'administration, et ça a entraîné la mise à jour de la vision et des politiques de l'entreprise. Alors ça, c'est des choses aussi que vous pourrez retrouver si vous allez chercher notre norme sur la gouvernance. C'est qu'effectivement, la gouvernance, ça passe d'abord par d'avoir une vision claire de sa vision et des missions de l'entreprise. Et là, on voit aussi qu'une démarche de RSE, elle doit être conduite au plus haut niveau de l'entreprise. En tout cas, elle doit être validée et supportée au plus haut niveau de l'entreprise. C'est tout à fait essentiel. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose de comment la RSE doit être
comment les conseils d'administration doivent s'approprier ces questions de RSE. Il y a eu un rapport d'Anne-Marie Hydrac sur le sujet pour l'Institut français des administrateurs. Et ses conclusions, c'est de dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait simplement un comité RSE au niveau des conseils d'administration, mais que tous les comités importants du conseil d'administration devaient intégrer la RSE. Par exemple, un comité des engagements, c'est-à-dire le comité qui va décider des projets importants pour l'entreprise, il faut effectivement que les engagements y ait cette dimension RSE qui soit présente. À EDF, par exemple, on crible tous les nouveaux projets avec des critères RSE pour que quand il arrive devant la commission qui doit décider de l'engagement et du financement du projet, on ait bien pris en compte toutes ces questions environnementales et sociétales, les questions environnementales et sociétales du projet. Et puis on voit là dans l'exemple Rouiba que ils ont vraiment passé en revue toutes ces questions et qu'on trouve par exemple l'amélioration du cadre et de l'environnement de travail, l'amélioration de la communication et le travail en équipe. Donc ça serait un peu sur le volet social. Et puis maîtriser la gestion des déchets, révision de la procédure du recrutement des handicapés, et puis passage d'un système de management qualité à un système de management intégré. Donc ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement l'ISO 26000 a été un peu le déclencheur d'un système de management qui intègre plusieurs dimensions. Donc c'est vrai que l'ISO 14001, ça peut être une bonne façon d'aborder le volet environnement, puisque c'est mettre sous contrôle tous les impacts qu'on peut avoir sur l'environnement. D'autres exemples, là aussi c'est une entreprise, une grosse PME, donc en Tunisie, dans l'industrie pharmaceutique, où là, cette démarche a conduit en particulier à intégrer la RSE dans les demandes d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui renvoie à ce qu'on a dit sur la chaîne d'approvisionnement. De plus en plus, donc on fait signer aux fournisseurs une charte développement durable dans laquelle ils s'engagent aussi à mettre en œuvre un certain nombre de choses en matière de RSE. Et vous voyez aussi que pour ces laboratoires, on s'intéresse au problème de la qualité de l'eau rejetée. Donc là, c'est quelque chose d'environnemental. Et puis, donc cette entreprise apparemment ne faisait pas de rapport RSE. Et donc, là aussi, c'est ce que j'évoquais sur l'aspect rendre compte et être transparent. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire. Donc qui est dans le dernier volet de l'ISO 26000, c'est finalement tout ce qui concerne la mise en œuvre et la communication autour de ce qu'on fait en matière de RSE. Et puis là, donc j'ai deux autres entreprises, une entreprise au Kenya de production de café et une entreprise au Burundi sur les abattoirs. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en France, les questions des abattoirs sont très sensibles. Et c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on a pas mal débattu dans le groupe de travail sur les questions du bien-être des animaux. C'était quelque chose qui est assez, qui est devenu un sujet important. Donc, je vous invite à aller voir donc, toutes ces expériences, et notamment pour ceux qui sont dans un secteur donné, ça vous donnera peut-être des idées si vous trouvez une entreprise qui est dans le même secteur. Donc peut-être avant de conclure, peut-être une dernière série de questions si tu veux, Joël. Oui, alors, on avait
Alors, il y avait une question de Monsieur Bousseil. En fait, je crois qu'on n'a pas énormément de questions. On avait une question pour l'instant, hein. Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions, peut-être pas plus. Donc, ceux qui veulent peuvent poser. Alors, on avait une question de Monsieur Bousseil qui demandait qui a remarqué que les dirigeants d'entreprise étaient plutôt atterrés par les retombées économiques des démarches RSE, efficacité, rentabilité. Est-ce qu'il y a des études sur le sujet qui démontrent des impacts positifs en termes de compétitivité des démarches? Alors, je voulais mentionner, en fait, il y a une étude française assez complète sur de la plateforme RSE, donc je vais te laisser répondre dessus, j'ai la performance globale, donc je vais te laisser répondre dessus. Et puis une autre question de Salimata, je la pose en même temps. Oui, Joël, il y a beaucoup d'outils, donc l'outil ITIE pour la transparence, publier ce que vous payez, etc. Cependant, un outil englobant la réponse à la responsabilité des entreprises manque et les États sont des moyens de pression pour l'applicabilité de la RSE. Au Sénégal, le concept de RSE et ITIE, ou EITI, hein, est introduit dans le code minier en cours de révision. Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on parle d'une initiative volontaire et qui vient s'inscrire dans la loi et dans même le code minier. Donc, d'accord. Alors, Salimata, merci pour les remarques. Je reviendrai peut-être vers vous là-dessus parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé dessus par ailleurs. Donc, je peux peut-être vous donner des éléments de réponse. Maintenant, je redonne la parole à Pierre pour répondre à la question donc sur la compétitivité et pour conclure. Pierre, c'est à toi. Merci. Oui, alors, effectivement, ça fait bien la transition. Donc effectivement, il n'y a pas d'un côté des démarches volontaires et d'autre côté des démarches contraignantes. Je vous dis, les deux se nourrissent, hein, les deux se nourrissent et il faut prendre ce qui est le plus efficace. Moi, je voulais conclure, et ça rejoint effectivement la première question, c'est sur que la RSE est quelque chose qui est un enjeu business, qui est devenu un vrai enjeu business pour les entreprises, et c'est comme ça qu'on le prend à EDF. Et dans la plateforme RSE, effectivement, on a insisté sur le fait que la RSE était un élément de compétitivité. Et là, je voulais juste prendre 3 points. La RSE, aujourd'hui, est un enjeu de réputation. Et quand on voit aujourd'hui les controverses qu'il y a pu y avoir et qui continuent sur les conditions de travail et les catastrophes que ça peut générer, les questions de loyauté des pratiques, on l'a vu avec Volkswagen, que ça pouvait être quelque chose de absolument dévastateur. Donc la réputation, c'est quelque chose qui est très long à se construire et qui est très facile à détruire, et après c'est très difficile de remonter la pente. Enjeu de compétitivité, oui aussi, parce qu'on a des clients de plus en plus exigeants. On a aussi des donneurs d'ordre, enfin en tout cas des clients dans les appels d'offres. On a de plus en plus de questions sur notre politique de développement durable. Et d'ailleurs, il y a aussi des prestataires comme Ecovadis ou Hafner Solutions Achat qui se sont montés justement pour un peu mutualiser les questionnaires qui étaient envoyés aux fournisseurs. C'est aussi un enjeu d'innovation. Souvent, en traitant ces questions de RSE, ça oblige à revoir un peu le modèle d'affaires et peut-être de déboucher sur des solutions très innovantes. Et puis, c'est aussi un enjeu financier parce que derrière la RSE, on a des investisseurs qui maintenant vont regarder des critères, ces critères sociaux et environnementaux. Alors, il y a ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable, mais même les analystes financiers qu'on appelle mainstream regardent aussi ces questions-là parce que ça peut représenter un risque ou une opportunité. Et puis, il y a des nouvelles formes de financement, par exemple des green bonds. Je sais que nous, on a émis des green bonds qui vont servir à financer des installations d'énergie renouvelable comme des éoliennes ou du photovoltaïque, et que donc en intégrant des critères RSE dans ces investissements, ça permet de lever des fonds de façon intéressante. Voilà, et puis donc la dernière slide, c'était donc pour rappeler ces objectifs de développement durable de l'ONU, hein, qui couvrent
couvre, effectivement, il y en a 17 qui couvrent pas mal de secteurs. Ça va de l'énergie, l'éducation, la santé, etc. Et aujourd'hui, les entreprises peuvent tout à fait contribuer à la réalisation de ces objectifs. Et par rapport à l'ISO 26000, c'est vraiment le chapitre sur les communautés et le développement local où là on a des choses à faire. On peut y rajouter aussi selon l'entreprise, aussi la nature de l'entreprise. Une entreprise pharmaceutique va pouvoir effectivement contribuer à l'atteinte d'un objectif en matière de santé. Une entreprise du secteur de l'énergie va pouvoir contribuer à l'accès à l'énergie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu la suite de nos travaux. Et voilà. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention et de vos questions. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires, on a un site sur Observatoire ISO 26000 où on a mis un certain nombre d'informations. Et puis, vous pouvez m'écrire aussi si vous avez des questions précises. Bonjour. Alors oui, bonjour, merci plutôt. Alors il y a beaucoup de questions. Il y avait très rapidement, parce qu'alors on a dépassé de 2 minutes, donc on va peut-être juste les 2 dernières questions qu'on voit. Madame Openstedt se demandait s'il existait des organismes que tu pourrais recommander pour l'accompagnement des PME dans leur démarche RSE et plus spécifiquement en fait pour des PME qui n'ont pas les moyens en interne de financer le sujet. Donc je sais pas, je me dis en fait c'est peut-être justement les projets comme celui que tu as présenté sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui sont financés par des agences d'aide ou aussi par des acteurs publics dans certains cas. Alors je vais te laisser répondre, mais je pose tout de suite la deuxième question pour aller plus vite et puis je te laisse répondre aux 2. Et Catherine Bossy de Green Celipa, est-ce que vous voyez des démarches ISO 26000 dans des organisations publiques? Est-ce que cela pourrait booster la commande publique responsable? Voilà, je te redonne la parole. Merci. Bon, alors sur le premier cas, alors effectivement, le projet MENA, c'est un projet pour lequel il y avait un financement. C'est ce qui est plus le cas. Après, effectivement, je pense que les initiatives que j'ai citées, c'est pas forcément très cher. Après, je dis, on peut aussi rentrer dans la RSE en adhérant au Global Compact, par exemple, ce qui permet d'avoir un affichage à la fois en interne et en externe, de se mettre en position de progrès. Mais alors il y a aussi au niveau des organismes comme le MEDEF ou les MEDEF régionaux des démarches où ils ont fait un travail qui rassemble des initiatives sectorielles, pas toutes basées sur l'ISO 26000. Ça peut donner des idées. Je pense qu'il faut effectivement vous rapprocher des chambres de commerce et d'industrie ou des MEDEF régionaux pour trouver de l'aide. Après, sur les organisations publiques, effectivement, il y a une démarche qui s'appelle, en tout cas en France, qui s'appelle la démarche État exemplaire. Bon, après, on ne voit pas forcément aujourd'hui les résultats de cette démarche. Par contre, effectivement, pour ce qui est de la commande publique, je crois, alors je ne sais pas si Evelyne Picheneau est toujours là, mais il y a une directive européenne sur l'achat public et sur lesquelles la plateforme avait mis des recommandations et qu'il va falloir transposer aussi, en tout cas dans les pays européens, et qui intègre cette dimension, plus ou moins cette dimension RSE. D'accord, très bien. Merci beaucoup, donc Pierre, merci pour cette présentation très complète et très riche. Merci aussi à tous nos participants pour toutes leurs questions et donc pour leur intérêt dans le sujet. Je pense, alors si vous avez des questions, donc Pierre a indiqué son adresse email, donc vous pouvez continuer également l'échange.